Nous avons réuni un plateau de 14 kartings, nous avons cherché des sponsors, nous avons structuré les kartings dans des écuries aux couleurs des sponsors et c'est l'argent des sponsors qui permet aux pilotes de courir gratuitement, ce qui n'existe nulle part au monde pour être très honnête. Cela était censé permettre à des pilotes qui ont du talent mais qui n'ont pas forcément les moyens de courir, de s'essayer à ce sport. Et c'est vrai qu'ils courent dans de bonnes conditions. Maintenant, vous avez 5 écuries ? Aujourd'hui, il y a 5 écuries avec 2 kartings par écurie. Vous allez me dire, oui, ok, mais comment vous faites pour aligner 14? Tout simplement parce que nous permettons aussi à quelques pilotes, même lorsque nous n'avons pas forcément tout le financement par le sponsoring, de continuer à courir. Nous pouvons aussi aligner jusqu'à 18 kartings, mais nous n'avons pas encore la surface financière et la couverture sponsoring qui nous permet de les aligner. Donc, je vous disais, au début, le but du jeu, c'était ça, c'est-à-dire de permettre à ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui ont le talent, de courir. Malheureusement, par la suite, il a été très, très difficile forcément de respecter cette condition, justement parce que nous n'avons pas le circuit permanent pour savoir exactement quel est le talent des uns et des autres. Je m'explique. Vous savez, quand vous organisez une journée de sélection, en une journée de sélection, tout peut se passer. Quelqu'un qui peut avoir beaucoup de talent peut avoir un incident, peut avoir une mauvaise course, peut avoir une mauvaise machine, etc. La différence, c'est que lorsque vous avez un circuit permanent, comme il en existe partout dans le monde, y compris chez nos voisins aujourd'hui, y compris dans d'autres pays arabes, un circuit permanent qui est fait pour la compétition, vous avez la possibilité de faire de la prospection, de la détection, de la formation individuellement. On n'est pas obligé de faire passer un nombre important de pilotes dans une sélection où chacun aurait un laps de temps très court. Souvent, c'est très injuste. Souvent, certains qui peuvent venir, je sais ce que c'est, je suis passé par là, des jeunes de 14 ans, 15 ans qui rêvent de devenir champions du monde pour leur pays. Et il y en a en Algérie qui vont venir et qui vont se dire, j'ai 5 minutes pour prouver tout mon talent. Imaginez le trac, la pression qu'il va avoir, sachant peut-être qu'il n'a pas les moyens, que c'est sa seule chance, etc. Donc, quelque part, la condition, en théorie, nous n'avons pas forcément pu la réaliser. La concrétiser sur le terrain. Il n'en demeure pas moins que ce sont les premières courses de la première saison. Nous essuyons les plâtres et nous allons continuer avec détermination. Chaban Moscane, ça fait rêver? Oui, moi, c'est vrai, pour les enfants, c'est un rêve. Tout le monde rêve. À notre époque, à la fois, il y avait un petit circuit et tout le monde pouvait faire du karting, même dans les manèges à l'époque. Mais maintenant, chose qui n'existe pas. C'est bien pour... Si, il y a 3 circuits. Il y a 2 circuits sur Alger et un à Batna. Oui, c'est pas suffisant par rapport à notre époque où il y avait des manèges, où il y avait des petites voitures de karting, où on peut, par exemple, à la foire et tout ce qui s'ensuit. Mais maintenant, vous me dites, sur le territoire national, il y a 3 circuits, c'est pas suffisant, maman. Alors, Abdou Serwani, vous qui adorez justement aller suivre la compétition, il y a du talent? Ben, écoutez, j'ai vu, je vais vous raconter une anecdote, une image de ce jeune de 17 ans. Il avait 17 ans lorsque je l'ai vu courir à Blida et gagner à Blida en 2 manches ou 3 manches le Grand Prix Alkart Pro Series. Eh bien, ce jeune garçon, rappelez-vous bien, Nassim Sidi Saïd, il était en train de courir et quand il y avait la relâche, il allait dans une tente et il révisait ses cours parce que le lendemain, il devait passer son BEF. Exact, voilà. C'est vrai. Donc, il avait moins de ça, 15 ans il a. Et il sort de sa tente, il ferme les yeux, il regarde comme ça, il dessine le parcours, il traverse le circuit. C'est impressionnant parce qu'il était face à des adultes. Je reviens sur les circuits. Les circuits, c'est des circuits privés. Les 2 circuits, un à Cheraga, un à Burj Kifan, il y en a un à Batna, je crois, tout à fait, à l'entrée de Batna. C'est des circuits privés. Alors, vous savez, quand vous prenez le sport automobile aujourd'hui, ils n'ont que la rue. Il n'y a pas de circuit. Même pour le motocross aujourd'hui, il est très difficile de trouver un circuit. Vous savez, un circuit de karting, c'est pas un circuit de Formule 1. C'est une surface quand même qu'on peut trouver et qu'on peut faire un centre fédéral, par exemple, commencer par le karting et puis voir grand. C'est impressionnant. C'est le sport qu'il faut pour les enfants. Alors, le sport qu'il faut pour les enfants, mais là, on est sur de la compétition. C'est vrai, quand on est enfant, on rêve tous de faire du kart. Alors, je vais revenir. Vous-même, vous avez été pilote de Formule 3, vous avez fait également de la Formule 3000. Oui. On l'a dit tout à l'heure, la majorité des grands pilotes sont sortis du kart. Est-ce que chez nous, il y a des débouchés? Il a parlé d'un jeune qui a du talent. Oui.
Il a du talent. C'est bien, on l'a constaté. Est-ce qu'il y a des débouchés? Il y a des débouchés lorsqu'on voit d'abord comment le sport automobile est structuré partout dans le monde. Oui, mais chez nous, c'est pas le cas. Oui, mais vous savez, on prend l'exemple d'un pays qu'on prend toujours en exemple, non pas parce que ça... La Malaisie. Non, je parle de la France. On a passé 10 années sans que la France n'ait un seul pilote en Formule 1. Aujourd'hui, ils en ont 3. Pendant les 10 années ou même les 15 années où il n'y avait pas de pilote, ils n'ont pas arrêté pour autant de continuer à développer le sport. Ce que je veux dire, lorsqu'on parle de débouchés... Mais il y a des traditions. Quand vous prenez la France, il y a des traditions sur le sport automobile. Chez nous, on n'est pas à ce niveau-là encore. On n'est pas à ce niveau-là parce que nous n'avons pas le même background, nous n'avons pas la même histoire. Mais je ne pense pas qu'un pays de 2,5 millions de km², avec une histoire millénaire et des ambitions... oui, mais très élevé. Ça ne suffit pas pour aller sur la Formule 1. On sait que c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais il faut commencer quelque part. Alors, comment emmener un pilote sur la Formule 1? Je vais vous dire une chose. D'abord... Vous en avez fait l'expérience, ça ne s'est pas concrétisé. D'abord, il faut élargir la base de prospection de jeunes pilotes. Et cela ne peut se faire que par le karting. Élargir la base, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir des circuits de karting pratiquement dans toutes les régions. Dans une wilaya sur 2, par exemple. Alors, souvent, lorsqu'on pose le problème des infrastructures en sport mécanique, on nous sort toujours des budgets faramineux. Je vous garantis que c'est comme dans tout. On peut construire un stade avec un certain nombre d'équipements, avec une finition qui fasse que ça coûte des centaines de milliards, comme ça peut être un terrain avec le tapis, le gazon artificiel qui convient, avec un certain nombre d'infrastructures, vestiaires, etc., sans que ça coûte une fortune. En termes de formation, les deux ont globalement, au niveau de la base du sport, le même impact, parce que dans tous les cas de figure, ce dont on a besoin, c'est d'un endroit où les gens peuvent s'entraîner. Or, aujourd'hui, une piste de karting fait 700 mètres, 800 mètres, 900 mètres. On peut la construire sur 1,5 hectare, sur 2 hectares, dans un pays de 2,5 millions de km², où on a 1650 communes. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas des communes où on peut largement dégager un espace pour ça. Donc, ce que vous demandez en premier, c'est qu'il y ait la construction de circuits de kart. En plus, tout le monde croit qu'on demande un circuit à Alger ou à Oran ou à Annaba au milieu de la ville, à côté de la mairie et du bureau de poste. Pas du tout. Mais quand même, c'est logique. On ne peut pas pratiquer une exigence. Un sport où, par exemple, dans le football, il faut avoir un terrain. Bien sûr. Dans le basket, avoir une salle. C'est logique, Mahamar. Pourquoi? Parce que l'Algérie, elle englobe pas mal de jeunes enfants. Et qui ne veut pas conduire? Tout le monde. Maintenant, il faut construire ces infrastructures. Et je vais vous dire, le circuit, à l'intérieur, on va avancer. Oui. Le circuit pour élargir la base. Ça, c'est très, très important. Deuxième, quand on parle de débouchés. Alors, une fois que nous avons les compétitions qui se font ici, il faut savoir que dans les sports mécaniques, il y a une croissance économique qui vient par la consommation. C'est-à-dire que si on considère que sur le peu de circuits qui existent sur le karting, ou même lorsque la famille des sports mécaniques organise des courses, comme ils en ont fait le week-end dernier sur le parking du stade du 5 juillet, ça draine un monde fou. Lorsqu'on voit le monde que ça draine comparativement au nombre infime d'infrastructures qu'il y a, ou même aux conditions difficiles d'organisation, on se dit qu'il y a quelque part une communauté. Il y a un potentiel pour créer une communauté avec laquelle systématiquement il y a une consommation interne qui crée donc cette croissance économique de l'offre, de la demande, ça crée de l'emploi. Donc déjà quelque part, en termes d'achat et de vente, ou peut-être même de prestations de services, de fabrication, etc. Il y a un business à monter à l'intérieur. On va avancer plus rapidement parce qu'il y a le temps. Moi, dites-moi comment arriver à mettre un pilote en Formule 1. À un spectacle interne qui permet d'attirer les sponsors. Maintenant, pour mettre un pilote en Formule 1... Sur les débouchés. On en vient. Lorsque vous avez cette base, il est clair qu'à un moment donné, il y a une filière à travers laquelle vous pouvez placer un pilote en Formule 1 en le mettant en compétition dans des pays qui peuvent permettre à ce pilote d'aller en Formule 1. Et je vous prends l'exemple du Brésil, qui a toujours eu un excellent niveau en karting, mais même en sport automobile. Il n'en demeure pas moins que les meilleurs Brésiliens à partir du karting, lorsqu'ils veulent arriver en Formule 1, s'expatrient en Europe. C'était le cas pour Senna à l'époque et c'est le cas pour tous les Brésiliens qui le font maintenant, ou les Argentins ou autres. Donc dans tous les cas de figure, les questions de débouchés sont claires. Les meilleurs pilotes de kart doivent être placés dans des championnats en Europe. Vous allez me dire qui va les financer? C'est la question. C'est très très simple. Nous avons le premier marché à ex-aequo, jusqu'à présent nous l'avions, en termes d'automobile. Les constructeurs automobiles donnent énormément d'importance à leur déploiement dans le sport. Ils le font facilement dans les pays où il y a des circuits automobiles, ils le font dans les pays de l'Est, ils le font dans les pays d'Asie, en Amérique du Sud. Ils ne le font pas ici parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Donc, quelque part,
les meilleurs. Pour les impliquer, il faut l'infrastructure. Il faut en d'autres l'infrastructure. termes, c'est ça. Ah oui, c'est Et très à clair. partir de là, Sans infrastructure, nous ne pouvons rien faire. d'accord, donc l'infrastructure, à partir de là, vous l'avez expliqué, avec les constructeurs, il y a déjà un constructeur qui va s'installer. Oui. Ça peut aider. Pas des moindres, et pas des moindres, puisqu'il est sur Exact. la Formule 1. Exact. Ça peut aider, ça peut permettre l'émergence Tout à fait. d'un pilote Mais de Formule 1. mieux encore, nous voyons une compagnie pétrolière européenne, que je ne vais pas citer, Ouais. qui communique ici sur ses résultats en Formule 1 avec les 2 pilotes de l'écurie, d'une autre boisson énergisante que je ne vais pas citer, qui est présente ici également. Ce que je veux dire, c'est que les ingrédients sont là. En tous les cas, la filière existe, c'est la base infrastructurelle qui est absente, et je vous prie de me croire. Si en 50 ans, nous n'avons rien fait pour investir dans l'infrastructure, dans les sports mécaniques, en pensant que c'est à fond perdu, je vous dis, si on fait l'effort aujourd'hui d'investir dans cette infrastructure, on va rattraper les 50 ans de retard. Ça, c'est certain. Ça sera la conclusion sur les sports mécaniques. Donc, il faut y aller, il faut construire l'infrastructure. On se tourne vers le football. Chahban Merskan, question, vous avez été international, vous avez grandi au Nef du Sindé. Vous avez connu combien d'entraîneurs dans votre carrière? Honnête. Ah, par rapport à ce qui se passe maintenant, Ouais, vous à savez, l'époque. je parle pas, je parle quand j'étais Quand vous étiez enseignant. Oui, quand vous jouez, vous. Je me rappelle plus de Bahman pendant 10 années. 10 ans, Bahman J'ai Abdelkader connu, Allah yarhamou. tout d'abord, ce n'est là qui m'a intégré en senior. J'étais cadet première année, 3 ou 4 ans après il est parti, bien sûr. Et après, c'était plus Bahman qui m'a entraîné en senior pendant 7 ou 8 ans, comme ça. Disons, Voilà. vous l'avez dit, 10 ans. Et à l'époque, Mahamar, on ne changeait pas d'entraîneur. Et même le joueur n'avait pas le droit de changer de club. Zivodko est resté 17 ans à la JSK. Et on peut citer comme ça des entraîneurs. Pourquoi j'ai pris votre exemple? Pour parler de stabilité technique. Tenez-vous bien, cette saison, sur les 16 clubs de Ligue 1, 12 ont changé d'entraîneur. 4 clubs n'ont pas encore changé d'entraîneur. Il s'agit du Shabab Riyadi de Belouizdad avec Gamondi, l'Aïs Ochlef avec Mozian Iril. Il y a également l'équipe qui... Le RCL Al-Arba avec Sherif El-Ouazzani. avec Sherif El-Ouazzani. Et bien sûr, Sharaf avec l'USM. Sharef, l'USM Al-Haraj, qui est depuis 5 ans en poste. Pour le reste, tout le monde a changé d'entraîneur. Question, aujourd'hui, vous êtes entraîneur chez Chahban Merskan. Alors, comment vous l'expliquez, cette valse des entraîneurs? C'est les présidents qui ne peuvent plus faire face à l'impatience des résultats? On ne veut pas construire sur la durée? Comment l'expliquer? Voilà, il n'y a pas un projet sportif où on peut travailler sur le long terme, construire une équipe, un club avec son centre de formation. Et juste, je vous interromps parce que également, pour donner l'information, c'est Borj Boualadj qui aujourd'hui, eh bien, Kouki, l'entraîneur tunisien, est débarqué et c'est le nouvel entraîneur Mustapha Biskri qui prend les rênes du club alors que le club est premier relégable. Il fallait donner cette information. Et je reviens à vous, Chahban. Oui, mais maintenant, on n'est pas patient, on ne travaille pas sur le long terme, on ne construit pas, on va, par exemple, jouer le résultat immédiat. Et vous savez, quand c'était le cas de la GSMB, où on a demandé à Saadi de renouveler l'équipe avec des jeunes et avec une autre politique, mais on n'a pas donné suffisamment le temps à Saadi Nordin pour pouvoir construire une équipe jeune. En 5 matchs, elle a été débarquée. Rappelons-nous que Amarani, un match, et le match, il a gagné, Amar, il a été débarqué. Mais maintenant, on parle de résultats immédiats. Et dans le football, il ne faut pas parler de résultats. Aujourd'hui, on ne parle plus de projet sportif? Il n'y a pas de projet sportif, Amar. C'est l'État qui va s'occuper des centres de formation. Mais ceux qui sont à la tête des clubs, que ce soit actionnaires ou présidents, ils pensent que gagner le match de la semaine. Ils ne pensent pas, par exemple, travailler sur le long terme et construire une équipe qui pourra faire mal dans 2 ou 3 ans. Le problème, il est là. Pourquoi? Parce qu'on fait une comparaison, par exemple, sur le championnat français, qui englobe 20 clubs, il y a 5 entraîneurs qui ont été changés. Et nous, sur 16 clubs, il y a 12 clubs qui ont changé, mais combien? Il y a des clubs qui ont changé 2 ou 3 fois d'entraîneurs. Voilà. Aïn Fakron, JS Saoura. Voilà. On a consommé Bourala, Saïd Hamouche et on en est à son troisième arbitre, Aziz Abbas. Alors, on est très bien d'accord, c'est le résultat qui prime pour les dirigeants de clubs. Est-ce que les entraîneurs ne sortent pas affaiblis quand ils arrivent dans un club? Dès le départ, ils disent, bon, si ça n'accroche pas, ça veut dire que je ne vais pas rester. Est-ce qu'il ne risque pas de provoquer une démobilisation? Dans le championnat algérien, maintenant, dans sa valise, l'entraîneur, il vient avec le limogeage, automatiquement.
Il ne faut pas penser gagner ou bien se maintenir dans la phase aller. Il faut penser gagner le match suivant, tout simplement. Pourquoi? Et on parle Ma'mar. Ce n'est pas les entraîneurs locaux. Il y a 8 entraîneurs étrangers. On ramène un étranger